C'est son dernier mensonge, un suspense FBI Rachel Gift, livre 13, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. La pluie tambourinait contre la fenêtre de son appartement alors que le docteur Emma Willis débattait passionnément du projet de sa vie. À 44 ans, elle avait consacré toute sa carrière à la biochimie et tout se jouait maintenant. Elle avait toujours imaginé cette révélation scientifique se dérouler dans un laboratoire high-tech ou une grande salle de conférence entourée par des dizaines de confrères. Or, elle se retrouvait en visioconférence avec 2 collègues à 10h du soir. L'ambiance était presque trop informelle pour l'ampleur des enjeux. Dr Hastings, dans le coin inférieur de l'écran d'Emma, semblait même savourer un verre de vin. « D'accord », lança Hastings. La cinquantaine avancée, ce biochimiste aux cheveux poivre et sel et au regard bleu incisif avait un accent néerlandais plus prononcé quand l'enthousiasme le gagnait. Donc, tout a l'air en ordre. Et c'est peu dire, je vais transmettre nos trouvailles à l'équipe de Tokyo pour leur aval final. Cela fait quoi, la 3e vérification ? Intervint Estelle Régent, leur collègue émérite. Bien qu'elle approchât les 70 ans, elle débordait d'énergie, souvent plus que tous les autres réunis. Oui, la 3e, confirma Emma. Mais avec ce que nous avons sous les yeux, mieux vaut redoubler de précautions, peut-être même quadrupler demain avec l'équipe de Houston. C'est une sage décision, approuva Hastings. Ils savaient tous que ces précautions tenaient davantage du rituel que de la nécessité. Ils étaient bas sur le point de franchir une étape capitale, une méthode prometteuse pour inverser le processus de vieillissement s'avérait concluante lors des tests en laboratoire. Jusque-là relégués aux hypothèses et expérimentations, ils tenaient désormais des données probantes qui allaient bientôt faire l'objet d'une large diffusion si la confirmation tant attendue de Tokyo venait sceller leurs travaux. « Je me pose juste une dernière question », dit Emma d'un ton légèrement hésitant. Les implications éthiques et politiques ne manqueraient pas de surgir une fois leur découverte rendue publique. Comment allions-nous gérer les possibles réactions négatives ? Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit Regent avec assurance. J'ai une équipe à New York qui est déjà sur le coup. Ils ont géré nos précédentes crises médiatiques liées aux recherches sur les cellules souches. Fiez-vous à moi sur ce coup-là. Ça va bien se passer pour vous. Vous êtes au cœur de cette réussite. Laissez les autres gérer ce genre de tracas. Merci, j'avais besoin d'en parler. J'apprécie votre professionnalisme, reprit Regent avec un sourire entendu. Pour ce soir, je pense que nous pouvons en rester là. Je reprendrai contact avec vous deux dès que j'aurai des nouvelles fraîches en provenance de Tokyo. Entendu, renchérit Hastings. Bonne nuit à toutes deux. Après avoir échangé leurs adieux, la communication fut coupée. Emma resta plongée dans ses pensées quelques instants, seule dans le halo lumineux de son ordinateur portable et d'une lampe discrète. La pluie martelait toujours la vitre, tandis qu'elle imaginait déjà les conférences d'avenir, les invitations en tant qu'intervenante dans des universités prestigieuses. Une vie nouvelle s'offrait à elle et elle ne se sentait pas encore prête à l'affronter pleinement, mais elle devrait l'être bientôt si Tokyo confirmait leurs résultats. Elle décida de prendre les choses une par une, éteignant son ordinateur portable et quittant son bureau. Cap sur la salle de bain, elle se rappela que la journée à venir serait longue et éprouvante. Plutôt que d'ordinaire, elle opta pour le sommeil plutôt que la détente d'un livre ou d'un podcast. Dans la salle de bain, elle avala 2 comprimés de mélatonine avant de se brosser les dents. Le poids de ce moment charnière de sa carrière l'habitait encore en tentant de clore sa soirée. Un malaise inexplicable s'empara d'elle sans qu'elle puisse en saisir la raison. Elle chercha à démêler cette sensation alors qu'elle achevait ses rituels nocturnes. Vérification des verrous, programmation de la cafetière pour 6 heures, extinction des lumières du salon, traversée de son spacieux appartement du 11e étage à Seattle pour rejoindre la chambre et tamiser l'éclairage avant de se coucher. Approchant sa commode pour en extraire une tenue de nuit, un mouvement inattendu sur le côté droit lui arracha un cri étouffé. Le grand miroir placé en face avait cette tendance dérangeante à l'effrayer, surtout le matin, alors qu'elle était encore ensommeillée. Elle avait souvent envisagé de déplacer ce maudit miroir sans jamais passer à l'action. Elle ouvrit le tiroir supérieur et tandis que son reflet dans le miroir captait son regard. Non, ce n'était pas elle qui bougeait. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un d'autre se mouvait derrière elle. Son cœur s'emballa lorsqu'elle se tourna pour faire face à la silhouette entrevue dans le miroir. Un homme se tenait là, dans sa chambre. Tant préoccupée par les affaires du jour et les informations échangées plus tôt, elle n'avait rien remarqué. Son esprit semblait figé sur place. Elle aurait voulu crier pour alerter quelqu'un, interroger cet intrus sur son identité et ses intentions, ou même savoir comment il avait pénétré chez elle. Mais aucune question ne franchit ses lèvres. Paralysée, elle ne fit que l'observer depuis la distance qui les séparait. Il bloquait l'accès au couloir.
Impossible donc de fuir. Le dressing était une option, mais ensuite, son téléphone gisait sur la table de chevet, hors de portée si elle se retrouvait piégée là-bas. Soudainement, ces considérations importèrent peu car il bondit vers elle avec agressivité. C'est là qu'elle remarqua plusieurs détails à son sujet. Tout d'abord, un bonnet de ski ne découvrant que ses yeux. Ensuite, il était vêtu d'un t-shirt noir à manches longues et d'un jean foncé, ses mains gantées tendues vers elle. Emma poussa un cri et se déporta sur sa gauche, tentant désespérément d'atteindre son téléphone sur la table de chevet. Peut-être pourrait-elle le saisir et sauter par-dessus son lit, ainsi enfermer l'intrus et appeler à l'aide. Mais alors même qu'elle s'élançait pour faire cela, son pied gauche buta contre le bord de la commode et elle trébucha en arrière et sur le côté. Tentant de trouver un appui contre le mur, sa main rencontra une des fenêtres de la chambre. S'y accrochant désormais fermement, elle fixa du regard son portable situé à quelques centimètres seulement. L'homme fut le plus prompt. Au lieu d'attraper Emma, comme elle le redoutait, il agit à l'inverse. Il la repoussa, farouchement. Sa tête cogna contre la vitre avec un tel impact qu'elle n'entendit qu'à peine le verre voler en éclats. Ce n'était pas une simple fissure, mais un éclatement retentissant. L'homme l'avait projetée avec une force brutale. Presque immédiatement, elle sentit les gouttelettes de pluie caresser sa nuque, déjà presque sûre d'y porter une blessure. Elle essaya de lever son bras droit pour atteindre son agresseur, mais il était déjà sur elle de nouveau, la propulsant encore plus violemment avec ce qui semblait être des coups de poing. Les impacts sur ses épaules lui transmirent une pression intense. Son corps fut alors plaqué contre l'immense fenêtre panoramique, et tandis que l'air frais nocturne fouettait son dos, Emma se rendit compte simultanément de deux choses terrifiantes. D'une part, les éclats de verre restants dans le cadre s'enfonçaient dans son dos à travers sa chemise, entaillant sa peau. D'autre part, 11 étages la séparaient du sol, et son agresseur ne cessait de la pousser avec acharnement. Un grondement s'échappa de lui sous l'effort, et après une ultime poussée brutale, Emma ne ressentit plus rien d'autre que le vide. L'air défilait si rapidement autour d'elle qu'elle ne prit conscience de sa chute qu'enveloppée par le froid et par la pluie qui commençait à la submerger. La bouche grande ouverte dans un cri muet, les bras battant désespérément l'air, elle leva les yeux au ciel où la pluie semblait tomber comme des petites étoiles pour l'accompagner vers la rue en contrebas. La dernière image qu'elle emporta était celle de la silhouette menaçante de l'homme masqué à travers sa fenêtre brisée. Ce fut le dernier tableau que vit jamais le docteur Emma Willis. Chapitre 1. Rachel avait toujours eu une aversion pour les voyages en avion, mais celui-ci s'était révélé assez singulier. Dès le début, un journal abandonné dans la pochette du siège devant elle capta son attention. Elle se plongea volontiers dans ses jeux et s'attaqua aux mots croisés. Pour combattre sa tumeur cérébrale, on lui avait conseillé de résoudre des casse-têtes pour maintenir son esprit alerte. Elle avait donc consacré plusieurs semaines à dénouer des sudoku et télécharger diverses applications de mots croisés sur son téléphone. Parfois, elle calait, comme si quelques rouages manquaient à son esprit, sensation qu'elle éprouvait maintenant face à cette définition, 32 verticale, rôle masculin principal dans Dirty Dancing. L'évidence du nom Patrick Swayze tardait à venir, ce trou de mémoire était préoccupant. Reprise du travail oblige, elle avait délaissé ses exercices mentaux pour des mots croisés matinaux accompagnés d'un café ou d'une application puzzle avant de sombrer dans le sommeil. La vue du journal déclencha néanmoins en elle un élan nostalgique et il y avait quelque chose d'infiniment apaisant à griffonner sur du papier journal. Après avoir achevé les mots croisés et autres jeux verbaux, elle prit le temps d'examiner le contenu du journal, un quotidien de Seattle, sa ville de destination, pour prendre connaissance de l'actualité locale afin d'organiser au mieux son séjour de 4 jours. N'ayant jamais mis les pieds à Seattle auparavant, cette lecture pouvait s'avérer précieuse pour meubler ses temps libres. Bien sûr, cela supposait qu'elle dispose de temps libre. Les experts consultés concernant ce traitement révolutionnaire et hautement expérimental lui avaient assuré que les effets secondaires seraient mineurs. Toutefois, ils avaient insisté sur le fait que les réactions variaient selon l'individu. Bien que les probabilités qu'elle se sente en pleine forme après chacune des 4 séances étaient élevées, il n'avait pas manqué de souligner qu'il restait un risque, certes minime, qu'elle souffre de nausées et de maux de tête. Elle parcourut rapidement les journaux, s'intéressant aux prévisions météorologiques pour son séjour, des averses légères et un ciel constamment gris, et repéra quelques restaurants qui méritaient une visite. Mais au milieu de ces informations diverses, un article du journal local capta son attention. Plus marquant que l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle boulangerie ou le récit du sauvetage héroïque d'une dame âgée par un adolescent lors d'un incendie, un article relatant un meurtre mystérieux laissait la police de Seattle perplexe. Ainsi,
Tandis que l'avion amorçait sa descente, Rachel s'absorba dans la lecture du dossier sur le meurtre insolite du docteur Emma Willis. Biochimiste renommée, celle-ci avait été tuée dans son appartement 2 nuits auparavant et à ce jour, ni la police ni même les agents du FBI local n'avaient réussi à identifier le moindre suspect. Le mobile semblait plus évident puisque Willis développait des méthodes novatrices visant à inverser le processus de vieillissement. L'article rapportait également les témoignages émus des collègues du docteur Willis qui déploraient la disparition non seulement d'une amie, mais également d'une des plus brillantes penseuses dans le domaine de la recherche sur la jeunesse. Peu d'éléments étaient donnés sur la scène du crime ou sur la victime, juste qu'elle avait été apparemment précipitée par la fenêtre de son appartement situé au 11e étage. Rachel comprenait que cette discrétion était sans doute une marque de respect envers le docteur Willis et sa famille, mais elle ne pouvait s'empêcher de se questionner. Qui aurait eu intérêt à éliminer une telle scientifique ? S'agissait-il d'un acte intentionnel ou une autre issue avait-elle été envisagée ? Le docteur avait-elle été au centre d'une controverse quelconque due à ses recherches avant sa mort ? Lorsque le pilote annonça qu'ils commencèrent leur descente vers Seattle, elle rangea le journal dans le filet devant elle. Contemplant les nuages plombés par-delà le hublot, elle songea aux défis et aux critiques auxquels certains chercheurs devaient faire face pour leurs travaux innovants. Ces derniers mois l'avaient vue elle-même plongée dans une rivalité acharnée autour des traitements expérimentaux. Sa propre expertise s'était limitée à la recherche contre le cancer et les tumeurs cérébrales. Si tant de progrès étaient réalisés dans ce domaine, qui pouvait dire quelles autres pistes étaient explorées ailleurs ? La recherche sur les cellules souches, par exemple. Elle était bien informée des polémiques et des oppositions virulentes à ces pratiques considérées anti-vieillissement. Malgré tout cela, Rachel n'était finalement pas si familiarisée avec ce sujet. Elle repassa mentalement l'article comme un moyen d'aiguiser sa réflexion. Néanmoins, dès que les roues de l'appareil touchèrent sur la piste, son esprit était déjà en mode opérationnel, analysant l'affaire sous tous ses angles. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle récupéra son bagage dans le compartiment supérieur avant de descendre de l'avion. Une fois dans l'aéroport, elle se dirigea vers le comptoir de location de voitures. Elle avait rendez-vous avec une équipe de neuropathologistes dans moins d'1 heure et demie et l'idée d'affronter pour la première fois le trafic Seattlite lui faisait craindre une course contre la montre. Au fond d'elle-même, elle nourrissait l'espoir que ce rendez-vous marquerait le début d'une série qui tournerait la page de cette période difficile de sa vie. Rachel avait exploré tant de traitements, se berçant d'illusions grandissantes à chaque nouvel essai. Elle avait failli opter pour une cure en Suède, mais avait finalement choisi ses spécialistes basés sur les recommandations des médecins de Richmond et parce que l'équipe suisse ne semblait pas convaincue par l'efficacité de ses méthodes. Peut-être était-ce son esprit compétitif, mais elle était résolue à vaincre cette maudite maladie et non à apprendre simplement à vivre avec. Sa détermination la fit quitter rapidement l'aéroport et traverser le parking des véhicules de location sous une pluie fine et glacée. Elle programma l'adresse de la clinique sur son téléphone et se dirigea vers la ville, en quête de réponses concernant son cancer et, ce qui était peut-être encore plus important, d'un brin d'espoir. « Nous sommes impatients de débuter », déclara Angler alors qu'ils prenaient tous place autour de la table. Il effleura ensuite un énorme tas de dossiers, comme s'il caressait un animal domestique. Avec un traitement du genre, il y a forcément beaucoup de paperasse et de consentement à signer. « Avez-vous consciencieusement lu tout ce que nous vous avons envoyé ?» demanda le docteur Pass. « Oui », confirma Rachel, « et pas qu'une fois. Des questions avant que nous commencions, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'il y a beaucoup à intégrer. » C'était un euphémisme. Depuis son arrivée, elle avait l'impression d'essayer désespérément de comprendre les lieux. La clinique ne ressemblait en rien aux centres médicaux ou aux laboratoires de recherche qu'elle connaissait. Elle avait plutôt des airs de complexe hôtelier. À la réception, on lui avait même proposé un café. 4 sortes différentes, qui plus est. Elle avait refusé, déjà assez anxieuse à la pensée de ce rendez-vous. Une autre réceptionniste l'avait guidée le long d'un couloir spacieux et bien éclairé. Peu nombreuses étaient les portes le jalonnant, mais l'une étant entr'ouverte, Rachel avait pu voir que les salles étaient immenses. On l'avait menée jusqu'à la dernière porte à droite qui s'ouvrait sur la pièce où elle se trouvait maintenant. Elle fut rapidement ramenée au moment présent. Pour un instant, ses réflexes d'agent du FBI prirent le dessus alors qu'elle repassait mentalement chaque détail pour s'assurer qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires. 2 hommes et une femme, tous d'un âge mûr, étaient assis avec elle autour de la table. Point de blouse ni de manteaux blancs en vue, ils portaient des tenues décontractées. L'un des hommes arborait même un polo assez flashy avec un discret motif tropical. La femme était élancée, blonde avec un sourire éclatant
qui illuminait ses yeux bleus pétillants derrière ses lunettes fines. Elle s'était présentée comme le docteur Laura Pace et serait celle qui superviserait les progrès de Rachel après chaque traitement. À sa gauche se tenait l'homme au polo coloré. Ses cheveux noirs commençaient à grisonner au niveau des tempes, mais il dégageait une impression juvénile dans son comportement enthousiaste. Il s'était nommé Dr Warren Angler. Le troisième comparse était d'origine asiatique et représentait le seul visage familier pour Rachel dans cette salle. Ils avaient eu une conversation vidéo ensemble auparavant. Vêtu sobrement d'une chemise bleue boutonnée et d'un pantalon chic, il s'était présenté comme étant le docteur Ken Seang. Rachel observait l'assemblée, se demandant s'il s'attendait à ce qu'elle pose des questions. Elle pensait tout saisir, mais redoutait que certaines interrogations aient été occultées par la multitude de détails. Elle avait parcouru attentivement les fichiers PDF reçus et se souvenait de la conversation vidéo avec le docteur Seang, 8 jours plus tôt. Elle comprenait les fondements du traitement et les raisons de son caractère insolite et discutait. En résumé, durant les 4 prochains jours, l'équipe allait lui administrer un nanorobot extrêmement avant-gardiste. Elle serait seulement la 11e bénéficiaire de ce type, rejoignant ainsi le cercle restreint des moins de 3000 personnes traitées par nanorobotique dans le monde. Un caractère expérimental en découlait naturellement. Le nanorobot devrait délivrer des médicaments quasi identiques à ceux reçus en Suède, directement sur la tumeur, avec le support d'une technologie ultrasonore qu'elle avouait mal comprendre. Si les nanorobots ne fonctionnaient pas, il n'y aurait pas de préjudice. Il s'agirait alors seulement de nanoparticules inefficaces dans son système sanguin, trop infimes pour être nocives. Mais en cas de succès, comme cela avait été le cas pour 10 patients sur 11 jusque-là, elle pourrait vaincre le cancer en 2 mois. Et pour elle, le plus réjouissant résidait dans la minimale invasivité des soins qui lui permettraient de continuer à vivre normalement chez elle. « Non, je crois avoir saisi l'essentiel », déclara-t-elle finalement. « Je me demande juste combien de temps va durer chaque séance ?» Angler émit un petit rire avant de répondre. « Eh bien, l'injection proprement dite ne devrait prendre que 3 secondes. Le trajet jusqu'à l'appareil à ultrasons environ une demi-minute et les ultrasons eux-mêmes autour de 5 minutes. » « C'est aussi rapide ?» L'incrédulité teintait sa voix. Seang lui avait mentionné une procédure brève, mais elle imaginait quelque chose d'au moins 1 heure. « Alors après mon départ d'ici aujourd'hui, je peux reprendre ma journée normalement ?»« Tout à fait », approuva le docteur Pace. « Vous pourrez aller déjeuner ou prendre un verre si ça vous chante. Quelqu'un vous accompagne ?»« Non, je suis venue seule. »« C'est votre première visite à Seattle ?» s'enquit Angler. « Oui, effectivement. »« Parfait, » fit-il en glissant vers elle la pile de documents et de consentements à signer. « Commençons donc pour passer ensuite aux choses concrètes, puis nous vous laisserons découvrir la ville. » Elle tendit la main vers la pile imposante qui lui semblait pléthorique, mais si cette formalité constituait l'étape la plus longue du processus à venir, autant s'y atteler avec enthousiasme. Encouragée par les sourires bienveillants des 3 médecins présents, elle ouvrit le premier dossier et saisit le stylo posé sur une liasse de formulaires pour entamer les démarches. Chapitre 2. En s'enregistrant à l'hôtel, Rachel avait l'impression d'être en escapade touristique. Son passage à la clinique avait duré 1h30. Elle aurait même pu écourter son séjour sans quelques clarifications nécessaires sur les papiers fournis, ces derniers ayant monopolisé presque 1 heure et s'étant révélé être le moment le plus fastidieux de l'aventure. À présent installée dans sa chambre d'hôtel avec vue sur Belltown, où pluie tombait encore, Rachel trouvait que cette image collait parfaitement à ce qu'elle avait toujours entendu dire de Seattle. Devant elle s'étendait une variété de restaurants et bars ainsi que quelques boutiques disséminées ici et là. Il était 15h30 locale. Paige rentrerait chez elle dans 3 heures, tandis que Jack finirait sa journée au travail 6 heures plus tard. Optimiste quant à son traitement, elle trouvait du réconfort dans l'idée d'être loin de Paige, Mehmetat et Jack, malgré l'affection qu'elle leur portait. Mis à part ses enquêtes occasionnelles, elle ne se rappelait pas avoir passé du temps en solitaire depuis longtemps. Le docteur Angler lui avait suggéré, non sans humour, de profiter de la ville pour savourer un bon repas et un verre. Alors qu'elle observait la cité baignée d'un espoir renouvelé pour l'avenir, cette proposition lui paraissait des plus séduisantes. Pour s'imprégner de l'ambiance citadine, elle alluma le téléviseur et décida de se rafraîchir sous une douche avant de sortir. Le voyage en avion l'avait toujours rendue inconfortable, presque sale, une fois arrivée à destination. Une douche revigorante s'imposait pour bien commencer son escapade urbaine. Sous l'eau chaude, ses pensées dérivèrent vers Jack. Ces 2 dernières semaines avaient été calmes sur le plan professionnel pour eux deux. Entre les affaires, Jack apportait son soutien aux collègues moins aguerris sur des enquêtes mineures en cours de finalisation.
Elle était impatiente de lui raconter sa journée et sa visite à la clinique. Après la douche, une vague de bien-être l'envahit. Elle ne s'était pas sentie aussi gaie depuis longtemps. Tout en se demandant ce que cela révélait d'elle, cette joie ressentie loin du foyer, elle entonna gaiement un air entendu à la radio durant le trajet vers l'hôtel, tout en s'enroulant dans une serviette. Elle se prépara avec soin, désireuse de se faire plaisir. Un ou deux verres peut-être, et une escapade dans une librairie locale pour dénicher un bon livre. Alors qu'elle jetait un dernier coup d'œil au miroir, une émission bascula sur des publicités sous les applaudissements d'un public captivé. Sans y prêter attention au début, les premiers mots du bulletin d'actualité captèrent son attention. Une journaliste annonça avec sérieux « L'absence de progrès dans l'affaire du meurtre du docteur Emma Willis ne signifie pas que l'enquête est au point mort. Nous vous apporterons les derniers développements et nous nous intéresserons aux raisons pour lesquelles le meurtrier reste introuvable. Plus de détails à venir dans votre journal de 6 heures. » Devant le miroir, elle resta figée quelques secondes par ces informations. C'était peut-être un des aléas du métier que d'accorder trop d'attention aux gros titres relatifs aux crimes non élucidés lorsqu'on débarque dans une nouvelle ville. Les nouvelles qui poussaient certains à hausser les épaules avant de zapper la chaîne résonnaient chez elle comme un signal d'alarme persistant. Elle se demanda si ses collègues ressentaient la même chose et repensa à l'article parcouru pendant le vol qui évoquait ce cas épineux. Une biochimiste prestigieuse avait été précipitée par la fenêtre de son bureau, situé au 11e étage. Aucune preuve concrète n'avait été décelée sur place. Aucun signe d'intrusion n'avait été remarqué. Aucune piste suivie dans cette affaire. Ne te lance pas là-dedans. Elle entendit cette mise en garde intérieure avec la voix de Jack, résonnant en elle comme une sage recommandation. Sa présence ici était dictée par sa santé. Elle devait concentrer toute son énergie à vaincre cette tumeur maligne. La dernière chose qu'elle devrait faire serait de se laisser absorber par une enquête qui se trouvait loin de ses préoccupations actuelles. Cependant, pour garder l'esprit vif, rien ne valait les casse-têtes. Et quel meilleur défi intellectuel qu'une affaire criminelle encore non résolue. L'envie d'aller boire un verre s'effaça doucement, tandis qu'elle se dirigeait vers sa valise. Elle l'ouvrit, en sortit son ordinateur et le mit en marche tout en s'installant confortablement au centre du lit. Elle se lança alors dans une recherche approfondie sur le meurtre du docteur Emma Willis dans les archives clés de la presse locale. Plusieurs articles pertinents provenaient de journaux régionaux, certains même avaient été repris au niveau national. Elle prit le temps de les lire attentivement, la télévision diffusant un jeu télévisé en arrière-plan. Presque sans y penser, elle éteignit le téléviseur pour se concentrer totalement sur ses recherches. Beaucoup d'articles reprenaient en des détails qu'elle connaissait déjà. Toutefois, certains, notamment ceux relayés par la presse nationale, apportaient de nouvelles informations. Rachel commença à relier les pièces du puzzle à mesure qu'elle en apprenait davantage sur le meurtre et sur Emma Willis elle-même. La docteure avait 44 ans à sa mort. Ses recherches sur l'inversion du vieillissement étaient considérées comme pionnières dans son domaine. Bien que peu d'éléments soient disponibles, il était sous-entendu qu'elle et son équipe internationale étaient bornées sur le point de faire une découverte majeure. Sur la vingtaine d'articles consultés, seuls 2 faisaient allusion à un incident datant de 3 ans. Un article controversé qu'elle avait publié sur les cellules souches avait agité la sphère politique. Cet événement avait projeté la docteure Willis sous les feux médiatiques nationaux, une exposition qu'elle avait su gérer avec brio. Concernant le meurtre lui-même, il avait eu lieu dans l'appartement de la victime entre 10h20 et 10h40. Les derniers à avoir vu Emma Willis vivante étaient 2 collègues médecins lors d'une conférence vidéo. Rien n'avait semblé anormal, au contraire, elle semblait enthousiaste concernant leur réunion et les projets à venir. La scène offrait une image plutôt claire, une fenêtre brisée près du bureau de la victime et son corps découvert sur le trottoir 11 étages plus bas. Les caméras de surveillance du hall avaient permis à la police d'établir une liste de 30 suspects potentiels. 9 restaient cependant non identifiables à cause des angles morts des caméras. Une trentaine de suspects, une scientifique défenestrée, un créneau de 21 minutes pour commettre le crime. Des caméras dans le hall, des questions non soulevées dans les articles lui vinrent à l'esprit. Les ascenseurs étaient-ils équipés des dernières technologies avec clavier numérique ? Que pourrait révéler leur utilisation durant ces 20 minutes cruciales ? Comment était habillée Emma Willis quand elle fut poussée ? Les voisins du 11e étage avaient-ils remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps ? Un coup d'œil à l'horloge sur l'écran de son ordinateur lui indiqua qu'elle avait passé 45 minutes absorbée par ses lectures. Elle referma doucement son laptop et resta assise en tailleur sur le lit, songeuse. Si les 3 jours suivants à la clinique s'avéraient aussi chargés qu'aujourd'hui,
Sans toute cette paperasse, Dieu soit loué, elle aurait pas mal de temps libre sur les bras. Pourquoi ne pas contacter les forces de l'ordre locales pour proposer son aide? Avant même que cette pensée ne se concrétise pleinement dans son esprit, elle savait quelle serait sa décision. Les illusions d'une après-midi détente avec un bon repas et un verre s'étaient dissipées. L'idée qui germait désormais en elle était bien plus séduisante, une intrigue dont elle savait qu'elle ne pourrait se détacher pendant son séjour ici. Elle attrapa son téléphone et après une courte réflexion stratégique, trouva en ligne les coordonnées du bureau de terrain du FBI à Seattle. Guidée par les instructions électroniques, elle se demanda si elle aurait dû contacter d'abord le directeur Anderson. Elle était convaincue qu'il ne lui en tiendrait pas rigueur. Au contraire, il se réjouirait probablement qu'un de ses agents propose son aide dans une autre ville, surtout pour une affaire en stand-by. Elle décida de lui passer un coup de fil après, juste pour couvrir ses arrières. Après avoir navigué à travers un labyrinthe de touches et transferts, elle fut enfin mise en relation avec un être humain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.